Et puis au fur et à mesure, les participants nous rejoindront. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'être connectés si nombreux, d'être toujours fidèles au rendez-vous. Donc, on commence par ce troisième atelier webinaire donc, sur le management de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est un atelier webinaire qui est dans le cadre du parcours santé-sécurité au travail, intégrer la culture de prévention pour les TPE-PME du mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons donc enregistrer ce webinaire. Donc, comme je l'ai pu le dire auparavant, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, eh bien, je vous remercie de couper vos caméras, de changer votre identité, de faire tout ce qui est nécessaire. Et également, donc, pour qu'on puisse avoir un bon échange durant cet atelier, qui est des partages d'expériences, je couperai au montage les témoignages d'entreprise. Donc, sentez-vous libre, voilà. Et puis ensuite, ce webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube du Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, comme d'habitude, et je vous transmettrai le lien et tous les documents. Vous pouvez voir, donc voilà, le thème, c'est management de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà, le déroulé de la réunion. On est sur une séquence 1, développer la santé, qualité de vie et conditions de travail qui vous ressemble dans l'entreprise, interroger le terrain pour progresser, évaluer, analyser, gérer ses priorités. La séquence 2, elle portera sur comment poser le cadre dès le début de la relation, travail main dans la main avec les ressources humaines et puis les managers, enfin toutes les personnes ressources de votre entreprise. Chercher des alliés SQVCT, comme on l'a appelé, en interne pour promouvoir la démarche. La séquence 3, elle portera sur le positionnement du dirigeant, effet modèle et ce qu'on appelle la délégation, l'éventail de délégation pour clarifier les rôles. Ensuite, il y aura également les contacts et les réunions à venir. Donc, comme d'habitude, le webinaire, il est en partenariat, justement, le parcours a été construit en partenariat avec les 3 branches professionnelles, donc l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, avec Dominique Delorme, qui est le secrétaire général, la branche professionnelle des travaux publics, Delphine Coréard, qui est adjointe au secrétaire général, la branche professionnelle Polivia La Plasturgie, avec Simon Gourgaud, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes, et Marion Chisclin, conseiller en SSE et chef de projet économie circulaire. Le webinaire et tout ce parcours est possible grâce au soutien financier du FACT. Donc, le FACT, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, un dispositif d'aide publique qui permet, géré donc, par l'ANACT et l'ARACT, qui accompagne en fait des projets comme le nôtre via l'attribution de subventions pour promouvoir et soutenir des projets en faveur de la santé et sécurité au travail et l'amélioration des conditions de travail. Donc, comme d'habitude, il y a des slides qui présentent donc le mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, le FACT, donc le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, et nos 3 branches professionnelles, l'UNICEM, la FRTP et Polivia. Ces slides seront donc dans le support de présentation que je vous enverrai à l'issue du webinaire. Par mesure de temps, parce qu'on a 1h30, je vous laisserai les consulter lors de la réception du document. Pour l'animation de ce webinaire et pour parler management, santé et qualité de vie au travail, nous sommes accompagnés donc, par Sylvie Bobillon du cabinet Sepia Prévention qui va se présenter. Donc, Sepia, on accompagne depuis maintenant assez longtemps les entreprises et les organisations sur la prévention des risques professionnels. Et nous sommes multisectoriels. On a une façon de travailler qui est vraiment terrain. C'est notre signature. Donc, on va faire de l'audit RPS, on va faire de l'audit de climat social, différentes choses comme ça. Donc, effectivement, là, c'est une petite présentation. On est 2 associés, avec Annie-Caroline Prunevieille, mon associée. Et notre façon de travailler, c'est vraiment à la fois
mélanger le social et l'économique. Alors, on va commencer par la première séquence qu'on a intitulée développer la SQVT qui vous ressemble. Parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose de développer la SQVCT qui ne vous représenterait pas, parce que chaque entreprise est différente. Même si les problématiques, on les retrouve, hein, mais c'est quand même important. Donc, on n'est pas dans une formation, on est dans un échange interactif. Hein, donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à m'interrompre si besoin. Et on va dire qu'on a commencé à travailler sur déjà qu'est-ce qui est obligatoire. Donc, évidemment, le DURP, on a eu tout un webinaire sur le sujet, donc je ne l'ai pas repris, hein, mais notamment au niveau des affichages obligatoires dans l'entreprise, parce que on s'aperçoit que c'est pas toujours affiché, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Donc, j'ai repris ça, je vous ai mis le lien, si tu peux passer, Claire. Donc, ça se distingue tout simplement entre les entreprises de moins de 10 salariés, les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 49 et au-delà de 50 salariés, qu'est-ce que l'on va afficher. Alors, on a ici les obligations d'affichage. Donc, on est vraiment sur de l'affichage et pas que de la formation. Hein. Donc, il y a l'affichage, je le redis assez rapidement, l'inspection du travail, l'accueil sur les luttes donc, contre les discriminations, la médecine du travail qui doit être affichée sur un panneau d'affichage, les consignes de sécurité d'incendie, l'horaire collectif de travail, les repos hebdomadaires, l'interdiction de fumer et de vapoter, hein, parce que vapoter, c'est fumer hein, dans la loi, le DURP, et puis les panneaux syndicaux s'il y a des syndicats dans l'entreprise. Alors, vous avez sur cette diapo le lien avec .gouv hein, qui vous donne toutes ces indications. Et on va dire, si tu passes, Claire, la diapo suivante, on a là, c'est les moyens d'information. Alors, ils peuvent être affichés. Hein, d'ailleurs, il y a des panneaux d'affichage qui sont déjà tout près, qui mettent l'article de loi sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, etc. Donc, peut-être que vous avez déjà ces panneaux qui existent. Mais en tout cas, là, c'est une obligation d'information. Hein. Donc, ça peut être sur un intranet, ça peut être d'une autre façon. Donc, la convention collective qui doit être, où on doit avoir l'information, au moins sur le panneau d'affichage, si vous ne l'affichez pas, vous pouvez mettre où elle se trouve et à qui la demander. Égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes, les congés payés, donc les articles sur harcèlement moral et harcèlement sexuel, la lutte contre la discrimination et le travail temporaire. Donc ça, c'est des moyens d'information dans toutes les entreprises, c'est une obligation. Alors, si on passe la diapo suivante, on a effectivement plus de 11 et moins de 50 le CSE, hein, que vous devez, le CSE doit avoir un petit panneau d'affichage pour informer de ses activités. Sur l'obligation de communication, si tu peux passer Claire. Alors, je ne vous redis pas à chaque fois les rubriques, hein, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Obligation d'information donc sur les élections qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise, hein, notamment du CSE tous les 4 ans. Bien sûr qu'il y a toutes les obligations que l'on a vues pour les moins de 10. Hein. Et donc, vous avez les liens toujours hein, sur cette diapo pour vérifier ces informations-là. Donc, on a le règlement intérieur et l'accord de participation qui s'ajoutent hein, pour les plus de 50. Voilà, sur les obligations d'information. Alors, le règlement intérieur, on reverra tout à l'heure, mais moi, je préconise plutôt que le règlement intérieur, il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est toujours intéressant au moment de l'entrée d'un salarié dans l'entreprise que le règlement intérieur existe et qu'il soit signé. Ça permet de cadrer la relation à un moment donné, mais il n'y a aucune obligation sur ce sujet, si ce n'est pour les plus de 50 salariés. Voilà. Ça, c'est une chose qui est posée. Est-ce que vous êtes tous informés? Est-ce que tout ça est en place dans votre entreprise? Le DURP, hein, c'est un peu fondamental quand même, hein, ces sujets. Hein, donc, et c'est assez simple de le faire. Hein, donc, c'est indispensable d'avoir ces informations-là. Et en plus, ça se voit tout de suite quand on arrive sur votre site. Donc, c'est d'autant plus intéressant.
communication dans la SQVCT, eh bien, c'est très important. Parce que c'est important de faire les choses, mais c'est important de faire savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. L'importance de la communication est vraiment primordiale dans cette démarche SST, SQVCT. Donc, est-ce que vous êtes au top au niveau de la communication? Alors, je pense que comme dans beaucoup d'entreprises, hein, il y a toujours des progrès, mais c'est un élément qu'on a voulu mettre quand même en premier parce que c'est très important. Alors, une question, par exemple, à se poser, c'est est-ce que la direction de l'entreprise porte vraiment la communication SST, SQVCT comme une priorité? Est-ce que c'est une priorité pour l'entreprise? Alors, pourquoi cette question? Parce que si ce n'est pas une priorité, ça va être très compliqué quoi, d'essayer d'embarquer les gens en quelque sorte. Hein. C'est toute cette question. La deuxième, alors il y a des gens qui nous disent oui dans le chat, hein, bah, c'est super. Est-ce que l'on partage tous, direction, manager, QHSE, RSE, RH, un langage commun? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur une façon de communiquer, peut-être avec des mots-clés, avec des zooms en fonction de son activité qui sont plus importantes que d'autres? Ça, c'est un petit travail à faire qui est vraiment très important. Alors, on peut se poser cette question-là. Est-ce que dès la signature du contrat de travail, la personne qui rentre dans votre entreprise a déjà les consignes de sécurité? Est-ce que ça fait partie de l'accueil de la personne vraiment au moment, alors soit quand elle vient signer son contrat de travail, soit dans son premier jour de travail, est-ce qu'il y a un temps qui est pris, qu'il soit collectif ou individuel, sur ces sujets-là, les premiers jours, et en plus dans le livret d'accueil. Donc effectivement, ça peut être une bonne solution. Il y a un document d'intégration, je vous fais juste une alerte, c'est-à-dire que même si vous avez ce document d'intégration, ce livret d'accueil, cet accueil, il est important de le lire et de le reprendre avec la personne qui arrive. Hein. Tout simplement parce que les modes de communication se captent un peu différemment. Hein. Vous savez qu'on a des visuels, des auditifs, des kinesthésiques. Et le fait de se reposer quand même, ce n'est pas juste je donne le livret d'accueil, mais je le commente et j'en parle. Il y a un document du nouvel arrivant avec les consignes de sécurité en salle, une plaquette, peut-être un plan aussi du site. Hein. Après, ça dépend de votre entreprise, bien sûr. Mais moi, je vous invite vraiment à vraiment questionner à ce moment-là pour vérifier aussi que la personne a bien compris. Hein, parce qu'on peut avoir des fois des erreurs d'interprétation, des choses comme ça. Et ça, c'est très important. Peut-être même revenir dessus si vous revoyez la personne en entretien au bout d'une semaine, par exemple, pour voir comment ça se passe, réinterroger sur ses consignes de sécurité. Hein, c'est-à-dire, la personne, le premier jour, elle a une tonne d'informations à enregistrer. Il faut quand même laisser le temps d'assimiler. Et effectivement, c'est intéressant de revenir dessus à un moment. C'est vraiment super de pouvoir dématérialiser les choses, mais ne pas oublier non plus de repasser sur un présentiel, un langage physique pour en parler. Ça, c'est très important. C'est le QCM, plus la chasse au risque. Ça permet d'évaluer, je pense, la culture SSE. C'est le salarié qui cherche les risques, je pense, avec son… Oui, mais en se baladant dans les ateliers, enfin, comment ça se passe? Ou alors, c'est simplement un QCM, c'est une sorte de salle de cours. Du visuel, et vous faites réagir, c'est une excellente idée, sur où est le risque, est-ce qu'il y en a un, et la personne doit entourer les risques. Donc, effectivement, ça peut être vraiment intéressant de le faire comme ça. Ça peut être au bureau, ça peut être à l'entrepôt, au chantier, donc dans les différents postes et sites, postes de travail qui sont occupés. D'accord. Alors, la question aussi, donc on pourrait ajouter dans ma diapo, là, la chasse aux risques, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'au moment de la signature du contrat de travail, les consignes sont données?
Donc, visiblement, il y a quand même beaucoup de gens qui donnent des consignes, hein, d'après ce que vous avez dit. Et un accueil sécurité est-il prévu pour les nouveaux? Il y a quand même pas mal de gens qui le font, mais ce n'est pas forcément, évidemment, une demi-journée, si vous êtes une petite entreprise, une demi-journée de cours sur le sujet. Hein, ce n'est pas ça, mais c'est voilà, un petit brief là-dessus. Mais effectivement, la chasse au risque et le fait de travailler là-dessus, ça peut être une excellente… Parce qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'évaluer la personne. Les gens ont pu travailler dans votre secteur d'activité ou pas, et du coup, la perception du risque n'est pas la même. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'évaluer où en sont les personnes. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'avais trouvé les documents sur le site de l'INRS. Très bien. Ça s'appelle TutoPrev. Il y a aussi sur l'INRS, effectivement, des vidéos qui peuvent être utilisées. Vous pouvez trouver des choses aussi, et des vidéos, c'est assez parlant, ou des images, comme vous en parliez, sur les formations PRAP, par exemple. Il y a des choses qui sont assez visuelles et qui peuvent vous aider là-dessus. C'est vrai que tout ce qu'on peut mettre en image ou en vidéo, les personnes ont de moins en moins l'habitude de lire en fait des textes, etc. Donc, c'est d'autant plus intéressant de le faire dans ce sens-là. Donc, la communication, comment vous pouvez améliorer la communication? Là, on a eu quelques exemples. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez expérimentées qui ont marché ou pas d'ailleurs, hein? C'est pas forcément… ça ne marche pas à tous les coups, hein, on aimerait bien, mais pas forcément. Donc, est-ce que vous avez d'autres idées sur ce sujet-là? Mais en tout cas, au fur et à mesure que vous notez des actions SQVCT à faire, il faut vraiment que vous ayez en face la communication qui va bien. Parce qu'autrement, ça risque de rester dans un tiroir ou dans un ordinateur et ça ne sera pas diffusé. Sur les postes de travail, ça peut être intéressant. Le livret d'accueil, on en a parlé. Donc, les fiches sur les postes de travail, c'est-à-dire que sur chaque poste de travail, on va visuellement, avec des dessins, des photos, des explications aussi, identifier les risques qu'il peut y avoir. Hein. Risque de brûlure, de coupure. Parce que, bon, même si c'est une façon, en fait, de limiter le risque et d'avertir. Hein. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Hein. Moi, je vous conseille une chose, hein, c'est d'identifier les 2-3 machines dans un premier temps qui posent le plus de problèmes, où il y a le plus de risques, ou des risques le plus graves. Et ça, vous avez dû l'identifier dans votre DURP. Et puis, commencer par faire 1, 2, 3 fiches, par exemple, sur les postes. Regardez si ça marche bien, regardez si les gens sont sensibles à ça. N'hésitez pas à faire des tests là-dessus, plutôt que de déployer tout de suite plein de choses. Voilà, faites-vous 1 ou 2 fiches et à ce moment-là, vous le testez. Fiche de poste de travail, le CNPA-INRS en met à dispo. Très bien. Donc, CNPA-INRS sur des exemples de fiches de travail. OK. Ensuite, alors, selon vous, dans votre entreprise, on va prendre des exemples. Quelles seraient les priorités pour vous en termes de SST, SQVCT, et notamment sur ce qui touche à la sécurité de personnes, à la sécurité du site? Qu'est-ce qui serait important pour vous, en fait? Alors, ça peut être en fonction des mêmes activités, en fonction de la géographie du site. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Qu'est-ce qui est pour vous prioritaire aujourd'hui dans votre activité? C'est les accidents du travail, des risques particuliers liés à votre activité, réduire l'absentéisme et les arrêts de travail. Est-ce qu'il y a des priorités qui sont définies? Ou tout à la fois? En général, c'est tout à la fois, mais… Oui, mais c'est justement pour ça qu'on vous pose la question, parce que c'est intéressant de les hiérarchiser, c'est-à-dire de vraiment se poser la question, finalement, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire?
Parce qu'évidemment, on a envie de tout faire, c'est normal. Sauf on a souvent, on court après le temps. Donc, nous, on est vraiment dans la politique du petit pas, c'est-à-dire qu'on préfère qu'il y ait une ou deux actions qui soient mises en place et qui soient pérennes vraiment, qui soient efficaces et pérennes, plutôt que penser à plein de choses et finalement ne pas arriver à faire. Accident du travail, incident de travail et presque accident, oui, les risques en fait. D'accord. Donc, c'est en fait, vous voulez dire, alors les accidents du travail, je pense qu'ils sont identifiés, mais le fait de décortiquer l'accident, pourquoi il s'est produit, etc. D'accord. Donc, vous faites ça voilà, avec les personnes en charge de la sécurité, j'imagine, et du coup, vous associez les personnels sur les postes de travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Hein. Et le fait d'associer, là, on est dans un programme de culture de la prévention, hein, je ne sais pas si on l'a redit au début, Claire, mais je le répète. Et du coup, effectivement, le fait de mettre des actions en place et d'associer les personnes du terrain, c'est d'autant plus intéressant. Ergonomie, études de poste. Donc, oui, ça y est, je vois. Gemba, en fait, ça s'appelle Gemba Sécurité. D'accord. Merci. Donc, effectivement, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire se mettre sur un poste, regarder à la fois avec la personne qui travaille sur ce poste, mais également aussi avec une personne qui a un œil neuf et qui va voir d'autres choses. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et on voit bien que c'est quand même la coopération qui va rendre l'exercice le plus efficace possible. C'est bien la coopération. Il y a quelque chose aussi que je conseille, c'est avec les personnes qui sont là depuis pas très longtemps, qui ont travaillé ailleurs, qui peuvent avoir une vision extrêmement neuve en fait sur les postes de travail et leur demander, alors c'est un jargon un peu RH, mais nous on appelle ça un rapport d'étonnement, c'est-à-dire à un moment donné, les personnes sont là depuis 15 jours, qu'est-ce qu'elles ont pu remarquer en termes de sécurité, les points positifs, les points à améliorer, avec leur œil neuf vraiment de nouvelle arrivée. Ça peut être intéressant de le faire. Donc, alors, bon, nombre d'accidents du travail. Alors, c'est une sorte de méthode en disant, bon, quelles sont mes priorités? Est-ce que j'ai eu des accidents du travail sur quel poste? Est-ce que la signalétique est bien conforme? Et est-ce que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, parce que nous, on a tellement l'habitude de l'entreprise, c'est qu'on n'a même plus besoin de la signalétique. Donc, c'est vraiment intéressant, à la limite, de le faire avec quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise et dire, est-ce qu'on peut trouver facilement les ateliers, voilà, parce que nous, on a tellement l'habitude qu'on est incapable de faire ça. Vérifier que les consignes de sécurité, est-ce qu'elles sont bien respectées? Les EPI, est-ce que tout le monde les porte ou pas? Ça, c'est une vraie question. Même les personnes qui ne sont pas constamment au poste de travail, est-ce que quelqu'un rentre sur le site? Est-ce qu'il a ses chaussures de sécu? Est-ce qu'il a ses bouchons d'oreilles? Est-ce qu'ils sont accueillis des nouveaux salariés? Qui porte… alors, j'ai un petit bug, je ne vois pas ma dernière phrase, Claire, si tu peux la dire. Qui porte la santé et sécurité sur les sites, les chantiers, voilà. Les agences. Voilà, c'est ça. Qui est responsable? Alors, des fois, c'est très clair, hein, parce qu'il y a un responsable QHSE et du coup, on sait, on peut l'identifier facilement. Et puis, des fois, dans des plus petites entreprises, c'est moins clair. Et on ne se pose pas trop la question parce que finalement, c'est un peu le dirigeant, c'est un peu… donc, mais à un moment, il faut quand même définir. Alors, soit pour le comité de direction, mais aussi pour les salariés, c'est-à-dire qu'ils puissent identifier s'ils voient un problème de sécurité, ils s'adressent à qui? C'est juste des choses comme ça, aussi simples que ça. Donc, il faut qu'à un moment, ça soit quand même déterminé. Hein. Pas forcément pour vous, parce que vous avez tellement l'habitude, c'est peut-être suffisant, mais pour les autres, en tout cas. Alors là, j'ai une question. Pour moi, c'est la question, la cerise sur le gâteau. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire ou pas dans vos entreprises, mais quelle serait la mesure utile, mais pas forcément urgente, que vous aimeriez bien mettre en place? Là, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce qu'on est souvent sur la situation d'urgence, il faut qu'on fasse ça, il faut, mais finalement, votre motivation,
quelle serait vraiment la mesure où là, vous vous dites, on est arrivé à un niveau vraiment peut-être au-dessus de mes attentes. Un questionnaire QVT. Ah, le réveil musculaire par exemple. Ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui marche super bien. On sait que les TMS, c'est en croissance continue en France. Hein. Et du coup, le fait de faire du réveil musculaire, la journée de travail commence autrement. Alors, il y a des choses pour le mettre en place de façon même temporaire. Il y a la semaine, je crois que c'est au mois de juin de la QVCT. Hein. Ça peut être faire des ateliers où on dit pendant une semaine, on fait du réveil musculaire. Donc, ça reste restreint. Ceux qui n'adhèrent pas à ça, finalement, ça va durer que 5 jours, hein, c'est pas bien grave. Mais ça peut être une bonne façon de tester certaines choses sur la semaine de la QVCT. Est-ce que vous faites des actions QVCT? Est-ce que des gens en font dans l'auditoire? C'est vraiment un prétexte, hein. C'est intéressant. Hein. Il y a des semaines comme ça, donc QVCT, il y a la semaine sur le tabac. Alors bon, il y a le January, là, le fait de ne pas boire au mois de janvier. Bon, c'est peut-être plus difficile à faire passer de travailler sur ces sujets, mais pourquoi pas? Ça peut être de l'information, il ne s'agit pas de... On ne va pas obliger les gens à quoi que ce soit, mais ça donne une réflexion déjà sur le sujet. Et ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser ces semaines-là comme ça. Et on n'imagine pas comme le fait simplement d'en parler, ça commence à ouvrir le dialogue sur les sujets. Donc ça, après, ça peut être porté, bon, évidemment par l'équipe QHSE, mais par le CSE, par les RH, enfin bon, suivant, par la direction aussi, hein, mais suivant le contexte de l'entreprise. Hein. Alors, on continue, séquence 2. Alors, cette séquence 2, c'est vraiment par expérience que je l'ai posée dans cette présentation. C'est que pour nous, CEPIA, développer la SQVCT, c'est quand même c'est poser des outils un peu cadrans au départ. Et on s'aperçoit que la fiche de poste, finalement, est pas si utilisée. Alors, évidemment que dans les grandes entreprises, c'est utilisé, hein, mais ce n'est pas systématique quand même dans les petites. Et ça vous permet quand même d'avoir un cadre donné dès le départ avec le nouveau salarié. Hein. Et c'est un outil cadrant aussi sur la SQVCT, hein, c'est-à-dire exprimer vos besoins en termes de, évidemment, mission, mais aussi en termes de sécurité, les attentes que vous avez, le suivi que vous pouvez faire. Donc, sur l'autre diapo suivante, Claire, il y a un détail de cette fiche de poste. Donc, ça permet de poser le cadre, la mission générale, le rattachement hiérarchique, évidemment, l'activité principale et puis accessoire, parce qu'il peut y avoir de la polyvalence, le profil requis, les qualités que l'on attend, les compétences. Et du coup, en une seule page, j'ai envie de vous dire, ça cadre la relation avec le salarié. Hein. Alors, bien sûr qu'il a un contrat de travail, le salarié, hein, mais c'est quand même pas inintéressant de passer par ça. Est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas mis en place de fiche de poste? Rajouter au sein de la fiche de poste des éléments santé-sécurité au travail. C'est-à-dire que en donnant la fiche de poste, quelles sont les attentes sur ces missions en termes de santé-sécurité au travail? Ça lie encore plus le salarié à son manager parce qu'il donne ses attentes, il donne ses besoins. On parlait au précédent webinaire ou la matinale de communication non violente, de comment communiquer. Eh bien là, vous exprimez vos besoins en termes de santé, sécurité au travail. Donc, le salarié est au courant. S'il ne respecte pas le cadre, le contrat, eh bien, il est prévenu et on attend de cela de lui. Voilà. Donc ensuite, après, s'impose ou pas, voilà, les choses, mais il doit respecter ce qu'on attend de lui en termes de santé, sécurité au travail. J'ai des fiches de fonction, mais pas encore de fiches de poste.
C'est effectivement pas toujours suffisamment utilisé à mon goût parce que ça cadre la relation et de façon très soft, hein, parce que on est juste à dire ce qu'on attend du salarié qui arrive. Et c'est écrit. Alors évidemment, ça peut se commenter. Il peut y avoir des choses où on dit bah, telle compétence, la personne ne l'a pas encore, mais elle va l'acquérir. Enfin, bien sûr, mais ça cadre vraiment le relationnel. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler dessus. Moi, je vous invite à le faire. Alors, suivant les entreprises, ça peut être le responsable RH, ça peut être évidemment plus l'aspect sécurité, mais c'est quand même, ou le dirigeant, mais c'est quand même intéressant de travailler sur cette notion-là. C'est un acte de management aussi. Oui, c'est un des premiers actes de management, en fait. Et en fait, quand on se met dans une démarche SQVCT, on ne va pas la faire tout seul avec nos petits bras musclés, hein, même si on est très musclé. En général, l'idée, c'est vraiment de rassembler au maximum de personnes pour les faire adhérer à nos idées, qu'ils en proposent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans la démarche, et notamment pour rentrer dans une vraie culture de la SQVCT et de la sécurité. Donc, pardon, il ne faut pas espérer faire ça tout seul dans son coin, ça, c'est pas possible. Hein. Donc, quelles sont les démarches, peut-être que vous l'avez déjà fait, qui sollicitez-vous pour vous aider en fait dans cette démarche SQVCT? Comment vous vous y prenez? Des alliés qui sont identifiés au sein de vos entreprises, des collaborateurs qui sont plus enclins sur la thématique. Effectivement, il peut y avoir des prestataires extérieurs, ça c'est une chose, mais ils ne vont pas rester durablement dans l'entreprise. Alors en interne, on a aussi à chacune de nos concessions, nous avons des référents sécurité formés, donc des gens en interne qui sont formés à la sécurité. Et au niveau du siège, il y a les membres CSE, CSSCT. Donc effectivement, ça peut être bien. Du travail peut également être un support. Alors tout à fait, hein, parce que si vous voulez faire passer des messages, vous pouvez commencer à faire passer des messages. Et si c'est appuyé un peu par des experts, alors comme vous le disiez tout à l'heure, extérieur, ou alors un autre message du CSE ou un autre message de la médecine du travail, ben, ça va appuyer vos démarches SQVCT, c'est sûr. Parce qu'à plusieurs, ben, on est évidemment plus fort et on communique sur différents canaux. Donc, c'est quand même assez intéressant de le faire dans ce sens-là. Alors, c'est déjà dit, mais effectivement, le CSE peut être un allié intéressant parce que c'est en général, les membres du CSE connaissent beaucoup de monde, échangent assez régulièrement. Donc, s'ils sont sensibles vraiment à la SST, ça peut être vraiment intéressant de les utiliser, entre guillemets, je veux dire, en tout cas, de les solliciter sur ces sujets. Alors après, en interne aussi, vous pouvez identifier des personnes qui pourraient être plus porteurs. Alors, ça peut être différent. C'est pour ça que je parlais d'influenceurs au départ, parce que je pensais des gens, vous savez, comme les influenceurs, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais où il y a des gens qui parlent très facilement, qui connaissent tout le monde, qui ont un relationnel un peu particulier dans l'entreprise, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, c'est des gens qui sont particulièrement écoutés. Donc, effectivement, si vous arrivez à convaincre quelqu'un comme ça veut dire que vous allez convaincre 10 ou 15 personnes, voire plus autour. Donc, c'est aussi intéressant pour vous d'identifier ces personnes-là qui finalement sont très écoutées sur le territoire de votre entreprise. Donc, ça peut être une solution aussi. Hein. Les identifier et les faire participer. Et les faire participer, tout à fait. Ça peut être aussi des gens qui ont développé l'expertise à l'extérieur de l'entreprise, qui sont arrivés dans l'entreprise, qui sont plutôt nouveaux et qui, du coup, ont vraiment une spécialité particulière et une sensibilité sur la sécurité plus particulière, hein, qui ont eu un métier avant qui se rapprochait de la sécurité ou
différemment, ou alors de l'hygiène. Donc, c'est des gens aussi qui peuvent être de véritables alliés dans votre démarche SST. Ce qui peut être intéressant, c'est pour faire une démarche comme ça, et sans forcément que ça soit chronophage. Je ne suis pas en train de vous dire de faire des réunions toutes les semaines avec un groupe de travail qui va réfléchir à ceci, cela. Mais c'est d'identifier peut-être 2-3 personnes qui peuvent vous aider à porter cette SQVCT, et de déterminer 1 fois par an ou 2 fois par an de quel sujet ce petit groupe de travail pourrait s'emparer, partager et proposer des actions. Hein, ce qui permet déjà de diffuser une information particulière là-dessus. Donc, faire un petit groupe de travail sensible à ce sujet, c'est très intéressant, c'est sûr. Puis après, vous pouvez le former, etc., bien sûr. Mais à plusieurs, c'est déjà intéressant de réfléchir à ces sujets-là. Hein. Alors, c'est s'appuyer sur tout le monde, mais vous avez des gens qui sont plus sensibles au sujet et qui communiquent, qui ont un peu plus de talent, en tout cas pour le moment, pour communiquer. Posez-vous la question d'une façon assez stratégique. Vous pouvez avoir dans le groupe de travail quelqu'un qui est un super communicant, quelqu'un d'autre qui a vécu une expérience professionnelle avant, qui est très sensible à la SST. Ben, vous voyez, donc c'est intéressant de regarder un peu le canevas des personnes qui sont dans votre entreprise et de les identifier comme ça. Après, ils sont intéressés ou pas, c'est encore autre chose. Hein, mais comme vous dites, pour essayer d'en faire un discours très général au sein de toute la société. Hein. L'objectif est de contaminer un maximum dans la prévention des risques. C'est aller au-delà des personnages types, c'est-à-dire la direction, la HSE, le RH. Voilà, ouais, c'est vraiment aller prendre les collaborateurs du terrain pour les associer à des tours terrain, à des actions, et ensuite que ça influence. Voilà. C'est ça, exactement. En plus, c'est valorisant après, voilà, effectivement, il est intéressé ou pas intéressé, mais c'est aussi valorisant dans l'émission de prendre de la hauteur aussi sur l'émission et d'œuvrer à la santé de ses collègues, en fait. Alors, je fais le lien avec ce qu'on disait avant sur quelqu'un parlait d'utiliser aussi les thèmes un peu nationaux sur le tabac en novembre, l'alcool en janvier, etc., ou d'autres sujets sur la semaine de la SQVCT. Mais par exemple, vous avez dans votre entreprise une personne qui était fumeur, qui s'est arrêtée de fumer. Ben, pendant cette semaine-là, il peut mener une action pour en parler, pour parler de son expérience, tout simplement, comme témoin. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très, très bien. Alors, il faut qu'il soit à l'aise avec le sujet, à l'aise de vouloir parler de ça, bien sûr, mais vraiment de demander aux gens de participer sous cet angle-là, c'est vraiment intéressant. Au niveau de quelle attitude on va privilégier pour vraiment diffuser cette culture de la prévention, qu'est-ce qu'on peut dire de ça au niveau vraiment du comportement? Est-ce que vous avez mis en place certaines choses, instauré certaines choses par rapport à ça, notamment au niveau de la direction et des managers? Être respecté, à l'écoute. Donc effectivement, l'ambiance de travail, ça c'est quelque chose qui est important hein, dans les attitudes à privilégier, parce que si les personnes sont à l'écoute, sont écoutées, sont considérées aussi, hein, c'est super important hein, dans le travail, hein, qu'il n'y ait pas de… Alors, bienveillance, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais qui est aussi une forme de… Plus on est bienveillant, plus on peut être exigeant, vous voyez, parce que ça ne sera pas ressenti comme une agression. Et inversement, si on n'est absolument pas bienveillant, la moindre chose que l'on va dire va être prise comme une agression. Donc, il y a un peu ce phénomène-là, hein, fait modèle, notamment dans le port des EPI. Je vois trop de managers et de dirigeants qui ne portent pas les EPI quand il faudrait, en fait.
parce qu'ils passent juste dans l'entrepôt, donc ce n'est pas la peine d'avoir des chaussures de sécu, parce qu'ils passent sur un chantier, mais très rapidement, donc ce n'est pas important. Mais en fait, le port des EPI pour la direction et les managers, ce n'est pas seulement se protéger. Bien sûr que c'est ça, hein, bien sûr au départ, mais c'est quand même être modèle pour cela, quoi, hein. Donc, il y a toute une, j'ai presque envie de dire, presque une éducation à faire, une explication, et il faut que ça devienne des réflexes automatiques. La SQVCT, c'est à la fois avoir des outils conviviaux, faciles, attractifs, si on met des photos, des choses comme ça, et à la fois, il y a beaucoup de dialogue à avoir. Il faut vraiment prendre le temps de la discussion pour expliquer. Mais il n'y a rien à faire, hein. On dit un escalier, il se balaye par le haut. Il faut commencer par la direction, les managers, et puis ça va descendre, cette culture-là. Un exemple, hein, moi j'ai eu dans le cadre d'une formation porte de charge lourde, où on portait des tuiles. Donc évidemment, tout le monde a ses chaussures de sécurité, y compris moi, évidemment, pour faire les démonstrations. Et le chef d'entreprise qui voulait suivre aussi la formation est venu en chaussures de ville, quoi. Et là, c'est pas possible, quoi. Je lui ai demandé d'aller mettre ses chaussures de sécurité, donc tout le monde s'est marré, évidemment. Mais c'est pas possible, ça, quoi. Le modèle, c'est avant tout la direction, quoi. Oui, il y a des certifications, il y a des… Oui, bien sûr que ça valorise le fait d'être vraiment soucieux de la sécurité, bien sûr. Ça peut être une bonne idée, hein, mais avant même les certifications, les démarches qualité, etc., ça peut être de tout simplement en parler, hein, en disant voilà ce qu'on a mis en place cette année. Je pense que c'est en communiquant de façon assez ciblée, en fonction de votre interlocuteur, en évaluant la sensibilité de l'interlocuteur que vous avez en face, en fonction peut-être du secteur d'activité, etc., et en parler tout simplement en donnant les démarches que vous avez faites. Si c'est des démarches où vous pouvez avoir des statistiques que vous tracez, vous pouvez exprimer cela. Mais c'est essayer d'être le plus factuel possible, en fait, hein, que ça ne soit pas juste une intention. Voilà. Parce qu'autrement, ça peut se retourner contre vous. Mais je pense que c'est vraiment travailler. Je parlais dans le deuxième point, la communication ajustée, que ça soit en interne ou en externe d'ailleurs, hein. Mais c'est bien là-dessus, la communication ajustée à l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va intéresser mon client, mon fournisseur, mon partenaire, et du coup, comment je peux valoriser mes actions et lui en parler. C'est pour ça que les personnes en charge de la sécurité, de la santé, sécurité, conditions de travail, soit sont des experts en communication, soit doivent aller chercher des ressources là, sur ce sujet de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde très communicant et c'est vraiment important. Et dans ce thème-là, on a besoin d'être extrêmement factuel. Et en même temps, de faire rêver, entre guillemets, hein, alors faire rêver avec la sécurité, la santé et la sécurité, c'est pas toujours évident, mais c'est possible quand même de le valoriser. Aussi, on valorise à l'extérieur, certes, mais c'est important de le valoriser auprès des collaborateurs. J'insiste parce que votre réalité, c'est les collaborateurs, c'est votre quotidien. Et je pense que c'est important aussi de faire un état des lieux aussi en fin de… Alors après, en fonction de votre calendrier, de votre, comme vous le souhaitez, mais de faire un état des lieux de combien il y a eu d'accidents. S'il y a des accidents qui ont pu être évités, et aussi le dire aux collaborateurs, parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait que sur une année, il y a eu tant d'accidents, tant, ils ne comprennent peut-être pas le taux de fréquence ou de gravité, mais voilà, essayer de rendre des éléments chiffrés, tangibles et compréhensibles par les collaborateurs. C'est aussi un acte pour les impliquer en fait dans le management de la SQVCT. Et puis évidemment, essayer de vraiment valoriser les personnes qui sont moteurs là-dedans. Mais comme vous en parlez, je veux dire, vous vendez très bien votre démarche aussi, quoi, hein. C'est-à-dire que quand vous dites on investit 1 euro, ça nous rapporte 3, c'est quand même un excellent argument, hein, ça c'est sûr, hein.
Mais c'est encore, je pense que pour faire passer ce message-là, c'est encore de la communication très ajustée pour de la pédagogie, de la communication pour bien faire comprendre cela, c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, ce que l'on peut être sûr, c'est que les personnes qui arrivent sur le marché du travail, on parle de génération Z, etc., sont très sensibles à ça. L'environnement de travail et les conditions de travail et la prévention, ils sont très sensibles à cela. Donc ça, c'est aussi une façon de capter un peu plus des personnes qui voudraient travailler chez vous, c'est sûr. Il y a un autre point que je voulais voir clair aussi, c'était ce que je mettais en dernier, favoriser la coopération. Donc ça, on parle communication, mais aussi coopération, c'est le maître mot dans la communication. C'est-à-dire, on a parlé d'écoute, de communication ajustée et de coopération, c'est-à-dire comment on coopère pour vraiment faire avancer les choses. Et effectivement, tu le signalais clair, quand des chiffres sur les 1 euro de prévention, 3 euros qui rapportent, c'est resté très factuel. Au plus vous avez de l'information factuelle, au plus ça marche pour communiquer sur ces sujets. Et on est ouvert à vos questions, là, vos réflexions avec Claire sur le sujet, parce qu'on ne veut pas trop déborder non plus. Vous savez qu'on reste à votre disposition, vous avez nos coordonnées, hein, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? À titre d'information, je vais vous. Après, on restera pour les questions, pour libérer ceux qui doivent voilà, respecter le timing. Pour les 3 ateliers webinaires spécifiques à venir, donc le thème, ça sera outils de management, santé, sécurité au travail, trucs et astuces. Donc, je vous le répète, pour les 3 webinaires, ils sont ouverts à toutes les entreprises. Donc, vous pouvez participer aux 3 webinaires. Les sujets seront le thème reste le même, mais les sujets seront différents. Donc, c'est pour ça que c'est pour vous donner un éventail, une palette la plus large possible. Celui qui est en partenariat avec la branche professionnelle FRTP, les travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes, il se déroulera le 14 mars. Le webinaire avec la branche carrière et matériaux Unicem Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars. Et avec la branche Polivia Auvergne-Rhône-Alpes, la Plasturgie, le 4 avril. Donc, je le répète, c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises. Il y aura des sujets, du contenu différent. Donc, vous êtes les bienvenus et je ferai passer, comme d'habitude, les invitations pour que vous puissiez vous inscrire. Nos contacts, ben voilà, c'est le mien, également par mail avec les documents et le support. Vous pouvez me joindre par téléphone, par mail. Je suis accessible, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez m'appeler. Et au sein du document figurera également les coordonnées de nos branches professionnelles partenaires. Voilà. On reste à votre écoute. Merci pour votre participation. Vraiment. Merci beaucoup. Et on reste là avec Sylvie pour vos questions, si vous en avez. Et on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.